On te remercie encore une fois, Stanislas. Je ne sais pas si tu es avec nous, tu nous entends? Je suis présent, je vous entends. Très bien, D'accord. super. Là, on a l'image en même temps. Très bien. Et pour Tostivan, est-ce qu'elle est toujours avec nous? Oui, je suis Super, là et je vous entends. super, ça marche. Alors, vous avez bien vu, apparemment, Stanislas a fait le tour de la question de l'eau jusqu'à la UT. Il a laissé rien échapper, apparemment. Et du coup, j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant d'entamer la question de l'urologie. Oui. Merci. Par rapport à la consommation de sel, pourrait-on substituer le sel de mer par le sel de l'Himalaya, en sachant que le sel de l'Himalaya est plus riche en oligo-éléments? Alors, c'est une belle question. Je ne maîtrise pas particulièrement la composition exacte, mais je note cette information sur l'apport d'oligo-éléments. Pour autant, je crois que le problème qui reste, c'est ce chlorure, c'est ce chlorure de sodium. Donc, je ne crois pas que ce soit une alternative efficace dans la réduction quand même des apports sodés au final. Mis à part peut-être le goût que ça pourrait apporter différemment, mais je ne crois pas que ce soit une solution. On a beaucoup cherché des substitutions au sel. Je crois qu'il faut quand même encourager les patients à réduire leurs apports sodés, mais ne pas rester uniquement à ce message-là, parce que la problématique qui se passe, c'est qu'on observe quand même un appauvrissement dans les techniques culinaires, dans la préparation des aliments, en tout cas en France, dans mon expérience. Peu d'épices, d'herbes aromatiques sont utilisées par les nouvelles générations, notamment. Et je crois qu'il faut qu'on encourage cette utilisation-là pour toujours maintenir un goût intéressant sur les préparations et diminuer la progression, enfin l'utilisation pardon du sel. Une fois que les patients ils ont engagé quand même une réduction sodée et qu'ils arrivent à le maintenir dans le temps, ça leur est très compliqué de revenir en arrière. Donc effectivement, il y a quelques semaines de difficultés qu'il faut accompagner, hein, mais souvent une fois que c'est mis en place, c'est assez pérenne. Oui, Boutennoun. Alors, bonjour, je pose la question. Je pense que tous les néphrologues sont face à des insuffisants rénaux qui posent des problèmes compliqués, à savoir l'hyperuricémie. Ce sont des patients qui ont en général un acide urique qui est élevé, que ce soit la cause, c'est l'insuffisance rénale chronique ou un effet secondaire des diurétiques qu'on utilise pour les patients en insuffisance rénale chronique. Et ce sont des patients qui présentent en même temps une anémie. Et ce qui est recommandé, c'est de donner du fer, des fois pour les stades modérés d'IRC. Le fer, en général, ce qui est recommandé, de le donner avec de la vitamine C. Et là, on se trouve en contradictoire. On est obligé d'alcaliniser plutôt les urines pour l'acide urique élevé pour éviter les lithiases uriques. Et on est obligé de mettre ou de donner de la vitamine C, c'est en quelque sorte de l'acidification, pour améliorer l'absorption du fer. Et là, quel est votre point de vue par rapport à ce problème? Il y a plusieurs sujets que vous évoquez. Sur cette fréquence de l'hyperuricémie chez ces patients, soit insuffisants rénaux d'une manière générale, on est assez peu efficace avec l'alimentation. Il y a rarement des liens avec les consommations alimentaires sur ces approches-là. Donc, c'est une complication connue, hein, effectivement, de la maladie rénale, sur laquelle je crois, au niveau alimentaire, on ne peut pas jouer beaucoup. Après, sur la prescription de fer, en tout cas, le combat contre l'anémie, ça appartient effectivement aux néphrologues en termes de gestion. Et je crois qu'aussi, du coup, l'alimentation a parfois ses limites. On ne peut pas jouer sur tous les paramètres avec uniquement l'alimentation, notamment dans la maladie rénale où on va chercher une néphroprotection par la réduction en protéines. Évidemment, on se prive aussi du coup d'un apport en fer alimentaire de qualité. Donc je crois qu'encore une fois, ça atteint nos limites. Je ne sais pas si Isabelle veut rajouter quelque chose sur ce point-là, sur l'utilisation de la vitamine C. Je l'ai du coup découvert. On sait que les besoins en vitamine C sont très faibles, hein, de l'ordre de 80 à 100 mg, y compris chez ces patients-là, malades rénochroniques.
Et malheureusement, dès lors qu'on dépasse 250 mg, l'acide ascorbique est métabolisé en acide oxalique. Et malheureusement, c'est non seulement un facteur de risque de fabrication de calculs, pas tellement chez les patients qui sont insuffisants rénaux, parce qu'en fait, ils ont une baisse de la charge filtrée. En revanche, ils ont quand même une agression potentiellement inflammatoire par des cristaux. Et on sait très bien que la consommation de vitamine C, c'est un facteur de dégradation de la fonction rénale, indépendamment des calculs. Donc, oui, pour donner du fer. Et puis, par rapport à la vitamine C, si vous devez supplémenter, ne supplémentez pas avec des doses trop fortes. C'est-à-dire moins de 250 mg. Normalement, 100 mg, c'est suffisant. Très bien. Alors, oui, la prochaine. Alors, bonjour. En fait, moi, j'ai 2 remarques à faire. Je reviens sur la première, sur le sel de l'Himalaya. Sachant que, en fait, le sel de table qu'on mange, c'est un sel qui est brûlé sur 600 degrés. Donc, il contient du sodium 98%. Et le 2%, c'est des additifs qui sont industriels. Pour le sel de l'Himalaya, alors il contient une quantité faible en sodium, à 80%, 85%, avec un bon pourcentage de potassium qui est justement bénéfique par rapport à le régime anti-lithiase. Et donc, comme notre organisme a besoin d'une ration de base minimale de sodium, que ce soit pour le transit intestinal, que ce soit pour la fonction myocardique, que ce soit pour la fonction aussi neurologique. Donc, je pense qu'il est recommandé de diminuer le sel en consommant le sel de l'Himalaya, je pense, voilà, pour garder un certain équilibre. Alors, la deuxième remarque que je veux faire aussi, justement, j'ai vu à la communication, la deuxième, il a parlé aussi de la réduction du sel et des protéines. Justement, dans notre pratique courante, on a eu des malades qui ont utilisé les tiges de cerise, qui ont une capacité importante sur la réduction de l'albumine et des protéines. Effectivement, j'ai eu 2 malades chez qui ça a donné de très bons résultats, y compris sur les lithiases hépatiques. Donc, et justement, et c'est pour ça qu'il a été recommandé de donner des quantités bien définies afin d'éviter la diminution importante d'albumine. Voilà. Eh ben, c'est nous qui vous remercions. On cède la parole à Trolonge. Peut-être tu voudrais dire quelque chose. Alors, sur la dernière intervention, effectivement, sur l'utilisation des queues de cerises en complémentation en néphroprotection, si j'ai bien compris. Je n'ai absolument aucune expérience sur ça, aucune connaissance, il n'y a aucune lecture que je retrouve sur ça, donc j'en prends note. J'investiguerai le sujet. Peut-être qu'on peut aborder la question qui avait été posée au tout début sur l'histoire des jus de fruits. Alors, pour remettre un petit peu le débat, le contexte qui avait initié cette discussion-là, et pour relayer un petit peu les messages que j'ai évoqués, bien évidemment, la consommation de fruits doit être prioritairement encouragée de manière crue pour cet apport de fibres qui est important. On a vu les bénéfices obtenus dans la prévention et le risque de récidive des lithiases. Et puis, on a cet effet matrice qui, on le sait, même en dehors des maladies rénales, est plus intéressant dans d'autres pathologies. Après, la question qui avait amené à la consommation de jus de fruits, c'était lorsque j'avais repris, ce qui est du coup un peu discuté, notamment par Isabelle, cette recommandation de la Fédération du Rhône de consommer des jus de fruits le matin. À cette occasion-là, si effectivement on a une consommation de fruits suffisante sur le reste de la journée et plutôt de manière crue, je crois que la consommation d'un bon jus de fruits frais le matin ne semble pas poser de problème et peut aider peut-être effectivement à une hydratation, mais encore ponctuelle, qui ne doit pas être unique par rapport à la consommation d'eau qui est attendue derrière. Donc, de là à apporter une réponse binaire entre est-ce que les jus de fruits, les fruits, il faut les consommer sous forme de jus de fruits, la réponse est bien sûr non, mais elle peut être couplée
ponctuellement comme ça, surtout de manière plus importante à une consommation de fruits frais entiers. Donc ça, je crois qu'il faut être assez clair sur ça. Après, le moment du matin n'est pas forcément le plus important. Et c'est pour ça qu'en fait, dans la présentation, je parlais d'une consommation, notamment de jus de citron, type qu'on peut rajouter à l'eau. Ça peut aider à l'observance d'une bonne hydratation pour ceux qui sont parfois un petit peu dégoûtés de l'eau nature et qui, du coup, limitent la prise hydrique tout au long de la journée. Donc ça peut être des solutions pour donner du goût et maintenir cette observance au final. Très bonne remarque pour ce qui est de l'hydratation, parce que c'est vrai. Nous, en même temps, on a encore un autre souci, c'est celui de la température, parce que nous avons des régions un peu plus tempérées dans notre pays. Du coup, on souffre avec l'hydratation, on arrive à peine à encourager les patients à se bien hydrater. Je ne sais pas s'il y a toujours d'autres questions pour l'alimentation. Oui, Benamar. Je voulais savoir votre avis concernant l'habitude d'avoir café au lait au bon matin. Deuxième question, est-ce qu'on préconise d'avoir 2/3 des apports protéiques végétales et 1/3 des apports d'origine animale? Café au lait au matin. Alors, le sujet du café au lait au matin, j'ai abordé le cas du café où parfois il y a des représentations un petit peu erronées et on voit des changements chez certains patients de comportement sans forcément de justification. La consommation de café au lait ne pose pas de problème particulier. Honnêtement, encore une fois, on insiste surtout sur une hydratation tout au long de la journée. Finalement, peu importe les boissons, même si on souhaite beaucoup d'eau au début, tout au long de la journée. C'est le moyen de s'hydrater. On va avoir des personnes qui se contentent d'un petit café et qui partent bosser. Je crois que le café au lait, finalement, un bon bol de café au lait, c'est déjà une bonne participation à l'hydratation. L'apport protidique du lait est effectivement peut compter dans une ration, mais tout dépend du reste des habitudes alimentaires. Donc, je crois qu'on ne va pas aussi loin que dans la néphroprotection, vraiment sur le contrôle des apports en protéines. Hein. Dans la prévention du risque de récidive, l'objectif, c'est de revenir à un apport normal attendu dans la population générale, hein, ce qui est de l'ordre plutôt de 0,8-0,9 grammes kilo. On ne recherche pas des réductions si significatives que ça. Donc, personnellement, le café au lait ne pose pas de grands problèmes. La seconde question était, rappelez-moi... 2/3 viande plutôt végétale et 1/3 viande animale. Alors, ce sont des enseignements du coup un petit peu anciens qui abordaient surtout la protéine dans le sens de l'équilibre des acides aminés. On valorisait effectivement les protéines animales à l'époque pour l'apport plus équilibré d'acides aminés. Devant maintenant cette frange de population qui deviennent de plus en plus végétariennes, avec toute cette mouvance végane, on se rend compte que finalement c'est par une bonne consommation, un bon équilibre, un bon choix de menu. Finalement, ce ne sont pas des patients des personnes qui vont avoir des carences musculaires, ou même des sportifs bodybuilders véganes, ça ne pose pas de problème particulier. Alors de là à recommander le 2/3, 1/3, je ne crois pas qu'on ait besoin d'être aussi précis. Vous avez vu la difficulté qu'on a à faire manger des végétaux à nos populations. Donc il faut surtout y aller progressivement et accompagner ces patients sur la réintroduction des végétaux de manière plus importante. De là après à chercher un rapport 2/3, 1/3, on va l'obtenir puisque d'un côté on demande une réduction notamment des viandes, mais ça peut être au profit d'autres sources de protéines comme les volailles, etc., qui sont aussi riches en protéines au final. Mais le fait de végétaliser un peu plus l'alimentation permet de réduire un petit peu ce ratio, sans pour autant forcément chercher le 2/3, 1/3. Très très bien. Sur ce, on te remercie énormément, Trolonge, pour nous avoir accordé cette durée de 60 minutes de discussion très active et riche. On est très content, comme Club de Jeunes Néphro, d'avoir réussi à voir Trolonge très rapidement après notre rencontre au séminaire Euronéphro à Paris en janvier 2022.
On sera très ravis encore une fois de t'avoir pour d'autres réunions et j'espère la prochaine fois en présentiel, surtout avec Tostivin.